Troisième vidéo avec Jean-Michel Toulouse, membre du bureau du Pardem, réalisée dans le cadre de l'Université d'automne du Pardem qui s'est tenue à La Rochelle du 11 au 13 novembre 2022 sur le thème « Souveraineté, constitution constituante, pourquoi et comment mettre en œuvre une démarche constituante ». Jean-Michel Toulouse, son intervention. Bien, merci de me donner l'occasion de m'exprimer, pas en mon nom personnel, bien sûr, en celui de Bardem. Je vais à mon tour essayer de traiter de façon peut-être un peu moins complète sur le dernier point qu'a évoqué Jacques, à savoir l'organisation des comités, puisque il a largement évoqué le sujet et il sera complété tout à l'heure par notre camarade Serge. Alors, moi, je vais répondre à trois questions, en fait, puisque la question que vous avez posée, hein, ça a déjà été évoqué, c'est pourquoi et comment mettre en œuvre une démarche constituante. Ben, moi, je dirais trois points. Premièrement, parce que nous ne sommes pas en démocratie et qu'il s'agit, en effet, d'y être. Deuxièmement, parce que nous devons reconquérir notre souveraineté nationale et populaire que nous avons perdue. Je pense que ça a déjà été un petit peu dit ce matin, je compléterai, j'essaierai. Et troisièmement, parce qu'il faut absolument mettre en œuvre une nouvelle constitution selon les principes qui ont été évoqués. Lesquelles constitutions, pourquoi, comment et laquelle. Alors, ma tâche n'est pas simple parce que un certain nombre de sujets ont déjà été évoqués. Donc, je vais essayer de ne pas trop vous lasser et je sortirai des passages qui ne feraient que reprendre ce qui a déjà été dit, soit par André, soit par... Alors, nous ne sommes pas en démocratie. Là, petite réponse à un débat comme on a eu ce matin. On ne peut vraiment pas dire que la France aujourd'hui, reste en français pour l'instant, se trouve en démocratie. C'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui caractérise une démocratie? Ce qui caractérise une démocratie, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est la souveraineté qui est elle-même la condition de l'indépendance, de l'autonomie et de la liberté. Ce peuple on doit savoir que un peuple, comme ça a déjà été dit, c'est une communauté politique. Une communauté politique qui a la compétence de sa compétence. Ça, c'est un juriste bien connu, Duby, qui le dit, ce n'est pas moi. Et il avait bien raison. Le peuple doit détenir non seulement le pouvoir institué, mais le pouvoir instituant, autrement dit, constituant. Le premier par la démocratie et le second, effectivement, par le pouvoir constituant, qu'il est le seul à légitimement pouvoir détenir. C'est ce qu'exprime naturellement sur le papier, comme cela a déjà été dit, l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 58, qui est donc la nôtre. Les propres textes de la bourgeoisie, donc, hein, qui datent de cette année 1958, et on sait dans quelles conditions cette Constitution de 58 a été mise en œuvre. Je cite cet article 3. « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » On est loin du compte, très loin du compte. Et puis, autre texte qui paraît effectivement aussi très important, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie de référendum. On a vu que pour le référendum, ce qui en avait été fait en 2005, quant aux représentants, ça a déjà été évoqué, je passe. Parce que c'est quoi un représentant? Est-ce que c'est un élu qu'on élit tous les 5 ou 6 ans, sur lequel on ne peut pas avoir une quelconque action, et qu'on peut exclusivement
viré, passez-moi l'expression, 5 ou 6 ans après. Est-ce que c'est ça en représentant? Alors, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur la démocratie, je dirais le système dit représentatif, que moi j'oppose très clairement à la démocratie délibérative. Et ces élus, ils doivent être possesseurs d'un mandat qui doit lui être donné par le peuple. C'est ce qu'on appelle le mandat impératif. Voilà, me semble-t-il, les distinctions que nous devons faire quand on parle de démocratie. Je voudrais brièvement aborder cette affaire de peuple européen et de souveraineté européenne, puisqu'on nous abreuve de ces concepts, de ces signifiants vides, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a un peuple français, allemand, espagnol, italien, etc. Et il n'y a pas de souveraineté européenne, puisqu'il n'y a pas de communauté politique européenne. Il n'y a que des peuples qui sont effectivement des communautés politiques. Donc c'est eux qui ont la souveraineté. C'est sûrement pas une construction artificielle appelée Union européenne qui pourrait en effet être détentrice de cette souveraineté. L'Union européenne, que je sache, n'est ni une fédération, ni une confédération politique. Elle n'est qu'une construction, comme je le disais, assez artificielle d'ailleurs, de 27 États, sur 49 en Europe, je vous rappelle. Donc, il est absolument illégitime de dire qu'il s'agit d'une Union européenne, puisqu'il y manque quand même un certain nombre d'États. Et ces 27 pays ont mis en place, d'abord 6, puis 12, puis etc. Vous connaissez l'histoire, je n'y reviens pas. Donc, ces institutions ont été mises en place avec la complicité d'un certain nombre d'États, par l'intermédiaire de ce qui est convenu d'appeler une gouvernance par traité. Bon, tout ça, c'est des choses connues, donc je passe très vite. Et cette gouvernance par traité, ça a déjà été dit, a réussi, je dirais, le comble du scandale, c'est-à-dire de mettre hors débat démocratique national ce qui fait l'essence de la souveraineté d'une nation. Par exemple, et là, naturellement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, puisque traité de Rome, traité de Maastricht, traité d'Amsterdam, traité de Nice, traité de Lisbonne. Je ne reviens pas sur l'histoire, vous la connaissez tous. Tous ces traités ont mis en place des institutions totalement artificielles, non élues, désignées, la plupart du temps par le Conseil européen, Conseil des chefs d'État. Et vous connaissez ces structures. La Commission de Bruxelles, désignée par le Conseil, les chefs d'État, absolument pas élus. La Banque centrale européenne, qui détient tout le pouvoir monétaire et par conséquent le pouvoir budgétaire des États. La Cour de justice des communautés européennes, devenue Cour de justice de l'Union européenne, et qui, par un arrêt qui date du 17 juillet 1964, a décidé que le pouvoir judiciaire, au niveau européen, serait placé entre les mains d'une cour, sans mandat du peuple, et avec des magistrats désignés par les 10 États. Donc vous voyez que ce soit... alors, en plus, je termine par là, un pseudo... Alors, l'arrêt du Conseil d'État s'appelle Costa contre Enel. Il n'est pas très connu. 17 juillet 1964. Vous voyez que ça date d'hier. Et alors, on finit par le Parlement européen, le fameux Parlement européen, qui n'a absolument pas le pouvoir législatif. Puisque le pseudo-Parlement européen, comme vous le savez, ne débat que sur les propositions qui lui sont faites par la Commission. Alors voilà, tout à l'heure, Jacques parlait
je dirais, de droit bourgeois. Je reprends tout à fait cette expression, puisque vous voyez bien que la bourgeoisie est incapable d'appliquer sa propre légalité. De la séparation des pouvoirs, tout ça, ça date quand même effectivement de Montesquieu, et puis d'un certain nombre de constitutions qui ont suivi. Mais là, au niveau européen, on viole le pouvoir législatif, puisque ce n'est pas le Parlement européen qui est là, c'est la Commission. On viole le pouvoir judiciaire, puisqu'on a dessaisi la totalité des États de la confection, de la création de droit, si droit il y a au niveau européen, ça peut se contester. Et effectivement, avec les fameuses GOPÉ, dont on a déjà parlé, les grandes orientations de politique économique, les gouvernements, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, au niveau des États nationaux, n'a pratiquement plus aucune grande responsabilité à exercer. Plus de pouvoir budgétaire, plus de pouvoir monétaire, plus de pouvoir diplomatique et de défense avec l'adhésion quasi automatique des États de l'UE à l'OTAN, et naturellement aussi, plus de politique qu'un gouvernement digne de ce nom devrait pouvoir disposer, c'est-à-dire tout ce qui a été évoqué, la santé, l'éducation, etc. Le travail, la protection sociale. Je ne m'étends pas sur la protection sociale, on va y revenir de. Vous allez voir que là aussi, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont en train de se préparer, qui sont quand même assez inquiétants. Voilà, donc, pour finir sur ce plan-là, comment s'étonner que le pourcentage d'abstention dans un certain nombre de pays, dont le nôtre, qui était quand même relativement à l'abri de ce genre de choses, vous savez que maintenant, si on prend par exemple les dernières élections législatives présidentielles, vous avez un pourcentage d'abstention, de vote nul, blanc, qui est tout à fait considérable. Je ne vous rappelle pas les chiffres, vous les avez, 35%, si ma mémoire est bonne, pour la présidentielle, beaucoup plus pour les législatives. Et donc, le résultat donc, auquel, sans compter, j'attire votre attention là-dessus, c'est un chiffre qu'on ne cite pratiquement jamais, les citoyens qui ne s'inscrivent même plus, tellement ils sont écœurés par, voilà, on les situe entre 4 et 5 millions. Pas mal, quand même. Bien. Donc, on voit bien que si on veut effectivement faire que un peuple puisse redevenir possesseur de sa souveraineté, eh bien, il faut changer le type de la démocratie et passer d'une démocratie, d'un système représentatif, à une démocratie beaucoup plus active. Alors, le deuxième point, justement, si on veut arriver à une démocratie, que moi je qualifie de délibérative, encore faut-il que le peuple qui entend la mettre en place soit souverain. Donc, ça a déjà été dit, je ne reviens pas. Il se trouve que cette souveraineté a été totalement confisquée par des organismes européens non élus. À part le Parlement européen, vous allez me dire, mais si, le Parlement européen est élu. Oui, mais ce n'est pas lui qui a le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, vous avez bien compris que c'est la Commission qui en dispose. C'est-à-dire que le Parlement européen est transformé en chambre d'enregistrement de décisions prises a priori par la Commission. Donc, privé de représentation politique, les classes populaires, naturellement, désertent ces pseudo-élections et s'abstiennent, votent nul ou blanc, ou carrément ne s'inscrivent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on voit donc bien que pour reconquérir notre souveraineté, nous ne pouvons pas ne pas parler de l'Union européenne. Donc, la quasi-totalité des partis politiques, des organisations qui osent nous parler
de souveraineté ou de démocratie, et qui ne parle absolument pas ou très peu de la confiscation de la souveraineté par des institutions non élues au niveau européen, sont des organisations et des partis politiques qui ne sont pas crédibles. Par conséquent, en reconquérant notre souveraineté et en mettant en place une véritable démocratie, le peuple reprendra à son compte un certain nombre de pouvoirs qu'il a perdus, dont le pouvoir constitué. Je passe donc sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Je voudrais dire 2 mots sur les formes et la forme et l'organisation de l'État, des pouvoirs publics et des institutions, qui sont effectivement, je tiens à insister là-dessus, même si ça a déjà été dit par mes 2 prédécesseurs, parce que alors là, je trouve que il ne faut pas se laisser manipuler par un certain nombre de thèses. Alors, André et Jacques en ont déjà parlé. Je veux vous parler simplement du tirage au sort. Vous savez qu'il y a un certain nombre de constitutionnalistes, genre Dominique Rousseau, ou genre, enfin il y en a d'autres, hein, que lui, qui prétendent que finalement, le peuple étant incapable, dans leur esprit, de pouvoir décider lui-même, il convient de confier ce pouvoir de décision à des mini-peuples, des sortes de mini-peuples entre guillemets. Et c'est l'histoire des conventions de citoyens, ou c'est l'histoire des sondages délibératifs. On remplace le peuple, jugé incapable de débattre, jugé incapable de décider, par des constructions totalement artificielles, et qui sont censées remplacer le peuple. Alors, je considère que c'est la suprême insulte qui peut être faite à tout ce qui constitue un peuple, c'est-à-dire sa capacité à décider. Troisième et dernier point, je vais dire 2 mots sur, finalement, pourquoi une constitution, comment et laquelle. Bon, un certain nombre de choses ont déjà été dites, je passe. En gros, pourquoi? Je crois que c'est le premier Bonaparte qui a dit quelque part, en parlant des constitutions, il la faut courte et obscure. Naturellement, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il la faut relativement détaillée et claire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des constitutions, on en voit comme ça de temps en temps, de 360 articles. On peut faire une constitution détaillée et claire à une petite 80 ou 100 d'articles maximum. Et par contre, ça a déjà été dit également, il faut que dans cette constitution, les choses soient clairement établies. Alors moi, je reviendrai dans le détail dimanche après-midi. Je ne vais pas vous infliger ça aujourd'hui. Mais il y a quand même 4 ou 5 principes, si vous voulez, que toute constitution démocratique doit, à mon avis, enregistrer. Premièrement, la structure reine dans une démocratie, c'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale doit effectivement avoir tous les pouvoirs. Vous savez que la Constitution de 58 ne nous dit pas exactement ça, puisque les compétences législatives, article 34, sont des compétences d'attribution. Par contre, il y a un article 37 qui nous dit tout ce qui n'est pas indiqué à l'article 34, c'est une compétence administrative gouvernementale. Et ce sont des décisions qui sont prises par décret, pas par des lois. Quelle est cette démocratie où l'Assemblée du peuple a simplement une compétence d'attribution? Il faut donc rétablir les choses et faire que cette Assemblée nationale ait la totalité des compétences. Et que le gouvernement
soit responsable devant elle. Bon, j'arrête là, puisqu'on va en parler dimanche. Alors, vous voyez bien qu'à partir du moment où le peuple doit reconquérir toute sa souveraineté et tout son pouvoir législatif par l'intermédiaire de ses vrais représentants à l'Assemblée nationale, ce qui signifie qu'une majorité électorale à l'Assemblée nationale doit être investie d'un mandat impératif. Ce mandat impératif, alors vous allez me dire, ah oui, mais si vous mettez un mandat impératif sur nos élus, ils n'auront plus aucune autonomie, ils n'auront plus aucune justification. Ce seront des genres de mannequins. Pas du tout, pas du tout, puisque dans le projet que je vous présenterai dimanche, cette Assemblée nationale sera élue sur la base d'un contrat de majorité. C'est-à-dire que c'est ce contrat de majorité qui devra être exécuté, et non pas un quelconque autre programme négocié sur un coin de table par une coalition électorale qui n'aurait pas été voulue par le peuple au départ. Donc j'arrête ici, c'est pour simplement vous mettre le de ce qu'on vous dira dimanche. Et alors vous voyez bien qu'à partir du moment où le peuple retrouve sa souveraineté, retrouve ses compétences législatives, il faut régler son compte à toutes les institutions européennes dont je parlais tout à l'heure, qui ont organisé le rapt pur et simple, par l'intermédiaire de tous les traités, de tous les pouvoirs que seul le peuple devrait avoir, notamment le pouvoir constituant. Ça, c'est le pourquoi. Donc, pas de démocratie, pas de souveraineté du peuple, tant que l'Union européenne, telle qu'elle est, sera et continuera à exister. Ce qui veut dire que c'est un retrait total, unilatéral et brutal, parce qu'il ne s'agit pas de discuter. Vous voyez bien ce qui s'est passé sur la Grèce et sur l'Angleterre. Ce n'est pas l'article 50 qui va nous permettre de sortir de l'Europe, de l'Union européenne. C'est une décision politique et non pas une négociation. C'est une décision politique qui doit être prise par le peuple. Alors, une nouvelle constitution, comment? Moi, je dirais, ça a déjà été dit, je vous emmène plus avec ça. En gros, il y a trois, on connaît tout en France, on a tout fait. On a eu tous les régimes. Ah, oui. La monarchie de droit divin. La monarchie de droit constitutionnel. Le gouvernement révolutionnaire. La Convention nationale, Première République, qui instaure la République et le suffrage universel. Masculin. Il est vrai. Le directoire, aristocratique. Le consulat. L'Empire. La Restauration. La monarchie constitutionnelle, Louis-Philippe. La Deuxième République, après une révolution. La Troisième République. Mais avant la Troisième République, n'oublions pas la Commune de Paris. Parce que, si vous y réfléchissez bien, les principales choses progressistes qu'a fait la Troisième République, vous les trouvez déjà dans le programme de la Commune de Paris. La laïcité, l'école obligatoire, l'armée populaire, la suppression de la police et des milices armées dans les quartiers, la suppression du travail de nuit, le droit syndical, voilà, la laïcité, tout ce que vous voudrez, tout ce qu'a fait de bon par les luttes, que ça n'a pas été octroyé par la bourgeoisie, vous avez bien compris. Vous le trouvez déjà dans le gouvernement de la Commune de Paris. Donc, il ne faudra pas raconter n'importe quoi au peuple, qui a déjà une large expérience historique depuis 230 ans. Donc, il ne sera peut-être pas question de lui dire que c'est un homme providentiel qui va faire une nouvelle constitution, genre Bonaparte, Napoléon III, Pétain, ça nous dit peut-être. Il ne s'agira pas non plus de lui dire, on va confier ça à des experts, comme sous la Troisième République ou la Cinquième République.
il ne s'agira pas non plus de lui dire « Ah, on va confier ça à une assemblée constituante ». Une assemblée constituante qui va travailler dans son coin, même s'il y a 400 députés constituants, qui va travailler toute seule dans son coin, sans consulter le peuple. Et vous avez compris que ça, c'était essentiellement la constitution de la 4e République. Donc, on a connu tout ça. Le peuple français connaît tout ça. C'est notre rôle à nous de lui rappeler, puisque tout cela n'est plus du tout enseigné. C'est à nous de lui rappeler. Et c'est là que, effectivement, il faut en arriver aux nouvelles modalités qui sont proposées par mes deux prédécesseurs, et que, a priori, le Pardam souhaite en effet, avec ses propres propositions, rejoindre dans ce travail qui consistera à impliquer directement la totalité du peuple à l'élaboration de la Constitution. Il ne s'agira pas de dire, effectivement, comme l'a dit Jacques, voilà la nouvelle Constitution, de 150 articles, c'est oui ou c'est non. Ce n'est pas de la démocratie. Ça a été démontré, je n'en dis pas plus. Il s'agira effectivement, par des modalités qui seront discutées tout à l'heure et plus tard, on les appellera comme on voudra, les comités constituants locaux. Moi, je dirais plutôt, et là je parle à titre personnel, mes camarades du Parlement ne m'en voudront pas. Moi, je dis plutôt assemblée populaire locale. Parce que ça veut dire que on considère que le peuple est capable de décider. Le peuple est capable de s'emparer de tout. Alors, ne vous trompez pas, je ne suis pas en train de vous dire que, comme ça, par enchantement, l'énergie créatrice des masses va se manifester comme une sorte d'épiphanie. D'accord? Encore que. Vous savez, le 13 juillet au soir, qui aurait cru qu'il y aurait un 14 juillet? Le 17 mars 1871, qui aurait cru qu'on prendrait les canons à Montmartre? D'ailleurs, au passage, ce qui me pousse à dire, j'ai presque terminé, rassurez-vous, ce qui me pousse à dire que, en effet, pour qu'une constitution, une constituante, soit efficace, il faut qu'elle ait derrière elle un mouvement populaire massif et actif. Parce qu'on voit bien ce que ça devient, sinon. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour la Constitution du 4 octobre 58, où une douzaine d'experts, animés par Michel Debré, tous conseillers d'État ou membres de l'élite bourgeoise, naturellement. Il n'y avait pas beaucoup de fils d'ouvriers dans ce comité, je prie de le croire. Eh bien, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et après, on a fait tranquillement passer ça par un référendum. D'accord? Bon. C'est pas du tout ça, la démocratie. C'est pas du tout ça, le processus constitutionnel. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut impliquer directement le peuple dans cette affaire. Bon. Ma conclusion. Alors ça, c'est une petite coquetterie de ma part, vous me pardonnerez. Si vous avez le temps, essayez, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de lire, et ceux qui l'ont lu, de relire, le Protagoras de Platon. Et vous verrez, ça c'est bien, c'est un bon débat, un bon dialogue. Ça se lit assez facilement, il ne faut pas se laisser impressionner par le nom de Platon, qui entre parenthèses était un réac de première, un aristo issu de la classe dirigeante grecque de l'époque, mais qui a écrit La République et qui a écrit surtout ceci, dans ce dialogue de Protagoras. Puisque Socrate répondait, Protagoras, pardon, répondait dans le dialogue, vous verrez, à quelqu'un qui disait « Le peuple est incapable de se diriger lui-même.
Il faut qu'il y ait des élites, des experts, des gens formés, etc., qui parlent à sa place, qui pensent, qui écrivent et qui décident à sa place. Et Protagoras a répondu, eh bien moi, je vais te démontrer, et c'est pour ça qu'il faut lire le livre, je vais te démontrer que la politique s'enseigne. Elle n'est pas naturalisée, elle s'enseigne. Et je trouve que c'est une formule qui décrit de façon assez intéressante ce que nous souhaitons faire. C'est la raison pour laquelle je dis que on peut prôner une 6e République, ça a déjà été dit. Mais si on ne met pas en place toutes les conditions dont on vient tous les trois de parler, c'est une solution qui est absolument illusoire. Un changement de constitution ne sera politiquement utile et possible que si le peuple s'en empare. Et dans les modalités qu'on a dit tout à l'heure. Et je terminerai en disant que nous sommes dans un pays, on en a déjà un petit peu parlé ce matin, mais aussi dans un monde qui connaît une situation politique, économique, sociale, idéologique, culturelle, que je qualifierais par le mot sans sombrer dans l'effondrisme. Voilà. Sans sombrer dans l'effondrisme. Mais qui sont en situation de crise. Et comme vous le savez, je pense que vous avez vu un film qui s'appelle Il était une fois la Révolution. Et à un moment donné, il y a Coburn et puis j'ai oublié l'autre, qui sont tous les deux décédés malheureusement, magnifiques acteurs. Et il y a Coburn qui dit à son pote, qui est en train de dévaliser la banque, là, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et lui, il dit, qui dit révolution, dit confusion. Qui dit confusion, dit possibilité politique de faire déboucher la dite confusion vers des solutions progressistes. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça. Je crois que nous sommes dans ce genre de situation où effectivement, si nous arrivons, alors sûrement par les comités constitutionnels locaux, on les appellera comme on voudra, à mobiliser ce peuple, il est tellement dans une situation de crise et de désespoir qu'il n'est pas hors de notre portée de faire un certain nombre de propositions qui puissent recueillir son soutien actif et non pas passif. Voilà, je vous remercie.